Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caro Livre. Alors je reprends aujourd'hui les vidéos en espérant que je bafouille pas trop, que je vous dise pas trop de bêtises. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un point lecture. J'ai alors 4 lectures dont enfin 5 lectures dont je veux vous parler, mais dans ces 5 lectures il y a un abandon, voilà, ça arrive parfois. Vous allez voir, il y a du fantastique, de la science-fiction, de la fantasy et du contemporain. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer avec le livre que j'ai abandonné. C'est un livre que j'ai reçu grâce à Babelio et une masse critique privée. On m'avait proposé de m'envoyer Pondichéry ou le rivage des ombres de Anne Vental et c'est aux éditions Buchet-Chastel. Et malheureusement ça l'a pas fait. C'est un livre qui fait un peu plus de 500 pages, j'en ai lu 200. Et franchement les 200 pages que j'ai lues, oh là là, j'ai peiné. Je crois que je lisais 20 pages par jour, j'ai arrêté. En fait j'arrivais pas à me mettre dans cette lecture qui a traîné. Donc pour la faire courte, on est en 1930, en 1950 je crois, et de nos jours on est en Inde. Alors on est à la fois à Bombay et à la fois à Pondichéry, donc dans une colonie française pour Pondichéry, et dans le territoire anglais c'est l'Empire britannique pour Bombay. Et on va suivre 3 femmes. Donc on suit Alice en 1930 qui arrive, qui rejoint son mari Jules qui est médecin dans une léproserie. On suit Oriane qui arrive, je crois que c'est les années 50 Oriane. Oui, c'est ça. Qui elle a quitté sa famille. Elle est née en fait à Pondichéry. Après elle a été élevée en métropole et elle revient à Pondichéry alors qu'elle a une vingtaine d'années. Et on va suivre de nos jours Alice qui travaille dans une maternité. Donc en fait les 3 destins, alors il n'y a pas vraiment de chapitre. En fait on avance à la fois dans les époques et à la fois on suit ces femmes. Ça aurait pu être hyper intéressant mais c'était très long. Très long. Très long. Voilà. En fait, j'ai pas accroché avec le style de l'autrice, qui pourtant est un style qui aurait pu me correspondre, qui aurait pu me plaire. Mais c'était long. En fait, en 200 pages, il se passe rien. En 200 pages, il se passe rien. On nous a présenté les personnages, ok, et l'intrigue n'est toujours pas lancée. Et je me dis, est-ce que, en fait, va-t-il y avoir finalement une intrigue, une véritable intrigue, qui va par exemple nous permettre de relier toutes ces femmes entre elles, ou est-ce que ça va être juste Alice en 1930, Oriane en 1950, et Alice de nos jours. Pas Alice, Céline, pardon, j'ai dit Alice, Céline de nos jours, voilà. C'était très long. Et en fait, donc c'était une lecture que j'avais fait que j'avais mis dans ma pile à lire du mois de juin. J'ai pas envie d'aller au bout parce que voilà, j'ai pas envie de me contraindre, ça m'a pas plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez éventuellement si vous l'avez lu, si ça valait le coup que je persévère ou pas. Si vous avez lu cette autrice. J'ai pas grand chose à reprocher, je trouve que c'est plutôt bien écrit, c'est assez fouillé, le style est assez agréable, mais c'était long, c'était ennuyeux, et en fait quand je voyais, ça me désespérait un peu quoi, je sais pas, j'ai lu, en 4 jours j'ai lu 200 pages, j'étais un peu désespérée en me disant oh là là punaise, il faut que je lise encore plus de 200 pages, qu'est-ce que je fais, j'ai hésité à l'abandonner, j'ai laissé tomber. Voilà, ça m'arrive très peu souvent, hein. Mais là, ouais, tant pis. Ensuite, je vais enchaîner avec encore avec un contemporain que j'ai beaucoup apprécié. C'était un livre qui était dans ma palle du mois de mai, que j'ai lu en lecture commune et bien heureusement, puisque j'ai lu La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbungar Sarr. C'est aux éditions Philippe Ray. Il est sorti depuis en poche et il a eu le prix Goncourt 2021 ce livre-là. Donc l'auteur est un auteur sénégalais qui écrit donc en français. Il a eu le prix Goncourt et c'est un livre qu'on m'a offert à un Noël ou à un anniversaire, je ne sais plus.
Et en fait, j'avais très peur de ce bouquin parce que les chroniques que je lisais dessus, c'était que c'était quand même assez compliqué à lire, le style était pas forcément abordable, etc. Donc on s'est motivés, on était trois à le lire, j'ai organisé une lecture commune sur Instagram et au final, ça s'est très bien passé. Alors, je ne vous cache pas que c'est une lecture qui demande de la concentration, qui a plusieurs parties, et en fait la première partie, qui fait à peu près 100 pages, est ardue. Voilà, donc il faut quand même passer cette première partie qui est ardue au niveau du style, au niveau de là où veut nous emmener l'auteur. Et une fois que vous avez passé la première partie, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Ça raconte l'histoire de Diegane, qui est sénégalais. Il va venir en fait en métropole pour faire ses études et il veut être écrivain. Il a d'ailleurs écrit un livre. Il écrit de la poésie, je crois. Il va tomber sur un livre qui est introuvable, qui est épuisé, d'un auteur lui-même sénégalais qui s'appelle T.C. Eliman, qui a été publié dans les années 30. Et en fait, l'auteur a vraiment été emporté par cette lecture qui s'appelle Le labyrinthe de l'inhumain, et quiconque lit cette lecture est vraiment marqué. Et en fait, il va chercher à en savoir plus sur cet auteur, et en creusant, il s'aperçoit que on ne sait rien de cet auteur, on n'a aucune photo, on n'a aucune info. Il a sorti ce livre-là, point barre. Il y a eu quelques articles dans la presse qui ont d'ailleurs déchaîné les foules lorsque le livre a été publié, et point barre. Et donc Diegane va se mettre en tête d'enquêter sur cet auteur. Ça, c'est l'intrigue de fond. Cette enquête sur qui est T.C. Eliman, ce Sénégalais qui est venu en France dans les années 30. Et il va rencontrer plein de personnages qui vont lui permettre de remonter aux sources et de retourner d'ailleurs. Alors on va osciller sans cesse entre le Sénégal et la France, et ça va permettre à l'auteur d'explorer les liens historiques, fraternels, conflictuels qu'il y a eu entre ces deux pays, entre le Sénégal et entre la France. Donc on va partir du Sénégal dans les années 1850, en passant par les tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale, pour atterrir avec de jeunes Sénégalais aspirant à devenir écrivains et avoir une reconnaissance en France. C'est un livre qui aborde beaucoup de thèmes, et je pense que je suis passée forcément à côté de beaucoup de choses, mais qui aborde surtout l'identité, et j'ai trouvé ça très intéressant. Qui parle de littérature. Alors sur l'identité, ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur lui-même est sénégalais. Il a eu lui-même le prix Goncourt, donc il a une reconnaissance au niveau français de son talent. Mais il pose la question de sa langue d'origine. Au Sénégal, il y a plusieurs langues. Et parce que le français finalement c'est la langue du colon. Et il se demande s'il avait écrit peut-être son livre, c'est des questions qu'il traverse, est-ce qu'il est légitime d'avoir écrit en français? Est-ce qu'il a bien fait d'écrire en français? Est-ce qu'il aurait dû écrire dans sa langue natale? Est-ce qu'il faut écrire en français lorsqu'on est un auteur africain pour être reconnu? C'est vrai que c'est des questions qui sont vraiment très intéressantes. Donc il pose la question de l'identité, il pose la question de l'identité aussi à travers les liens étroits qu'il y a eu et qu'il y a toujours entre le Sénégal et la France. Il pose la question de la littérature, la place que la littérature doit occuper dans la vie d'un écrivain. C'est très intéressant, ce n'est pas une lecture facile, c'est-à-dire que quand vous lisez ça, vous ne pouvez pas le lire au bord de la piscine avec les enfants qui jouent autour de vous. C'est sûr qu'il faut se poser, il faut un peu se concentrer, parce qu'il mêle parfois plusieurs voix, et je me souviens dans la dernière partie, on oscille entre Diegane qui nous raconte son enquête, et puis tout d'un coup on bascule sur un autre personnage féminin, et il n'y a rien qui nous dit que ça bascule. On le comprend au bout de 2-3 phrases. Voilà. C'était vraiment bien. J'ai été prise dans cette enquête, j'ai vraiment aimé le style de l'auteur, c'est vrai qu'il écrit extrêmement bien. Je pense que je n'ai pas, comme je vous l'ai dit au début de la chronique, je n'ai pas tout saisi, peut-être parce que je suis pas écrivain, je suis pas sénégalaise, et il y a peut-être des choses aux côtés desquelles je suis complètement passée, parce que ça me, entre guillemets, ça me concerne pas. Voilà, l'identité de Diegane, il cherche son identité, c'est un roman d'apprentissage aussi.
Mais c'était vraiment très beau, il écrit très bien, il écrit très bien sur la littérature. Je vous dis, essayez de persévérer si vous voulez vous lancer dans ce livre. Essayez de passer la première partie qui fait une centaine de pages parce que c'est vrai qu'elle n'est pas facile. Mais c'était vraiment aussi une plongée dans l'histoire de nos deux pays et dans l'histoire du Sénégal en particulier. Et ça, j'ai adoré parce que j'ai appris plein de choses. C'était vraiment super bien. On sent qu'il est attaché à son pays. On sent aussi qu'il est attaché à la France, cet auteur. Et qui sublime la langue française. C'était vraiment très beau. Voilà, donc je suis très très contente d'avoir découvert cet auteur sénégalais qui, je pense, va beaucoup compter à l'avenir. En tout cas, j'espère et je le suivrai de près. Voilà, ça c'était pour mes lectures contemporaines. Donc je vais glisser peu à peu vers les littératures SFFF. Donc je vais commencer avec une littérature alors à la fois contemporaine et fantastique puisque j'ai lu, et je vais aller très vite, j'ai lu le dernier tome de la trilogie 1Q84 d'Haruki Murakami et moi j'ai la chance d'avoir ces magnifiques éditions Belfond. Il est sorti en poche hein, depuis longtemps. Lecture commune aussi, on a lu ce dernier tome au mois de mai. Voilà, donc on a terminé la trilogie. Je suis très contente. C'est pas le tome qui m'a plu le plus. Je crois que c'est le tome le plus lent des trois. Alors autant vous dire que déjà le 1, le 2, il se passe pas des trucs de fou. C'est très lent. C'est vraiment un roman sur la psychologie et sur le glissement entre la réalité et l'onirisme. Là c'est lent. C'est vrai qu'il y a des passages qui sont hyper lents. Alors, on oscille toujours entre les chapitres entre Tengo et Aomame. Aomame, je vous rappelle, qui est prof de fitness le jour, tueuse à gages d'hommes violents, auteur de violences conjugales la nuit, hein, pour résumer. Et puis on a Tengo qui lui est professeur de mathématiques et qui est aspirant écrivain, qui va réécrire, qui va être un ghostwriter comme on appelle ça, qui va réécrire un livre qui va avoir un succès assez important. Et on va osciller entre les deux personnages. Il y a une sorte de secte aussi derrière tout ça en arrière-fond. Voilà, donc les choses se mettent peu à peu en place. Dans ce troisième tome, il y a un troisième personnage qui intervient, c'est Ushikawa, je crois que ça se prononce comme ça, qui est une espèce d'enquêteur. Et en fait, avec les filles sur le groupe de lecture commune, on se disait mais ça n'a pas apporté énormément de choses en fait. De nous faire des gros plans, 20 pages parfois, sur Ushikawa, la manière dont il menait son enquête. Voilà. Mais sinon j'ai toujours aimé. On a enfin des réponses à nos questions. On n'a pas toutes nos réponses. Voilà, l'auteur nous laisse volontairement dans le flou. Et pour en avoir discuté avec les filles, on a trouvé quand même que ce tome-là, on avait l'impression qu'en fait, l'auteur aurait pu faire un quatrième tome. Parce que ça se termine, alors ça se termine, oui, mais ça se termine un peu rapidement. Et on se dit, on a l'impression qu'il manque quelque chose, voilà, qu'un quatrième tome serait bienvenu. Je vous conseille quand même cette trilogie, si vous aimez Murakami, si vous avez envie de tester ce qu'on appelle le réalisme magique, c'est-à-dire quand on bascule dans l'onirisme, quand on bascule peu à peu dans le fantastique, mais c'est pas non plus du fantastique, je vous conseille vraiment. Murakami, il a une plume quand même assez drôle. Moi j'ai beaucoup ri, je vais y arriver, j'ai beaucoup ri à certains moments, c'est assez fin et au niveau psychologique, il cerne bien quand même ses personnages. Donc je suis très 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 heureuse et Murakami, bien sûr, je continuerai l'exploration de son œuvre qui est immense. Je vous présente cette fois-ci de la fantaisie pure et dure, et je terminerai par de la science-fiction. Donc en fantaisie, c'est une grosse déception. Voilà. J'ai lu le deuxième tome d'Akotar. Donc Akotar, c'est le nom de la saga. Akotar, c'est pour... c'est pas l'anagramme, je sais plus comment on dit quand on prend chaque lettre de chaque mot et que ça fait un mot. Alors je vais pas vous le dire parce que c'est en anglais, Akotar. En gros, c'est la saga d'Osarajimas. Et j'ai lu le deuxième tome, Un palais de colère et de brume. Et c'est aux éditions La Martinière, fiction.
J'avais lu il y a 2 ans en lecture commune Un palais d'épines et de roses que j'étais la première étonnée, que j'avais beaucoup aimé, puisqu'on est dans un monde de fantasy, mais il y a de la romance. Je déteste la romance, mais j'avais trouvé que l'univers était intéressant. Donc on est avec Fer, qui est une jeune femme qui vit dans un univers très rude. Un jour, elle va chasser et elle va tuer un faé. Donc un faé, c'est une mauvaise fée en fait. Et en réalité, donc d'un côté vivent les mortels et de l'autre côté vivent les immortels, les faés, dans un royaume. Et en fait, la sanction, c'est d'être mise à mort, sauf qu'en fait, elle ne va pas être mise à mort. Un faé va venir la chercher, va l'enlever, va lui dire, bah maintenant, voilà, tu ne reviens plus chez ton père, chez ta mère, avec tes sœurs, tu es condamné à vivre dans le royaume des faés. Donc elle va côtoyer les faés, il va lui arriver des tas de choses. Et le premier tome était vraiment intéressant au niveau du world building, au niveau des personnages, la romance était sympa, même si on la voyait venir. Non, j'avais trouvé ça chouette. Et donc on s'est lancé dans la lecture commune avec les filles dans le 2e tome. Et alors, en fait, là, c'est tout ce que j'aime pas. C'est une romance Enemies to Lovers qui ne m'a pas plu, que j'ai vue à Convoi à 200 km. C'était cucu. Alors le début, je vais dire les 150 premières pages, j'ai retrouvé un peu ce que j'avais aimé dans le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Alors après, à partir du moment où elle bascule dans un autre univers, j'en dis pas plus pour pas vous spoiler, j'ai trouvé ça cucu, mièvre. Voilà, donc je suis allée au bout, parce que ça se lit bien, ça se lit vite, c'est de la fantaisie. Et on en a convenu dans le groupe, enfin moi en tout cas j'arrête. Il y a une autre fille du groupe qui a dit qu'elle arrêtait aussi, qu'on n'allait pas poursuivre la saga, parce que moi ça m'est un peu tombé des mains. Je l'ai trouvé un peu nunuche, tout ce que j'aime pas. Voilà. Et puis en fait, il y a une espèce d'intrigue sous-jacente qui n'est pas du tout exploitée. C'est vraiment la romance qui est mise au premier plan, et l'intrigue sous-jacente n'est pas exploitée. L'autrice y va avec ses gros sabots, c'est réglé en 2 coups de poing à cuillère. La psychologie des personnages est inexistante, les personnages sont creux, je comprends pas. Voilà, alors je me dis que c'est peut-être un 2e tome, il souffre peut-être du syndrome du 2e tome et que la suite est peut-être bien, mais pour l'instant, en tout cas je mets en stand-by et je passe mon tour. Et je termine avec un tout petit livre de science-fiction, qui est ma première lecture du mois de juin d'ailleurs. J'ai lu La 1000e nuit, je sais pas pourquoi je vous montre comme ça, la 1000e nuit de Alastair Reynolds, c'est aux éditions Le Bélial, dans leur collection 1 heure lumière. Donc c'est une petite collection de tout petits livres, j'en ai pas mal déjà. Ça fait 10 €, c'est de la science-fiction. Pourquoi j'ai lu ce livre? Parce que je me suis acheté, vous le verrez dans le book haul, ou vous l'avez vu dans le book haul, je ne sais pas quand est-ce que je publie cette vidéo, avant ou après, bref. Je me suis acheté La Maison des Soleils de Alastair Reynolds, et ça c'est le prélude, en fait, à La Maison des Soleils, et j'avais envie, du coup, avant de lire La Maison des Soleils, de lire le prélude, qui fait 135 pages. Donc nous sommes dans plusieurs millions d'années, les hommes ont colonisé des tas de galaxies, il y a des tas d'humanoïdes différents, etc., etc. Voilà, on nous dit que l'humanité s'est divisée en une myriade de cultures et de civilisations. Et en fait, nous, on va suivre la lignée gentiane. En fait, c'est une femme qui s'appelle Abigail, ça doit être Gentiane son nom, qui est morte, mais qui, avant de mourir, s'est divisée en 999 clones. Et en fait, ces clones explorent les galaxies pendant je ne sais plus combien de centaines d'années. Et en fait, ils se rejoignent au bout d'un moment sur une planète pour mettre en commun, parce que c'est des clones donc ils communiquent leurs rêves, leurs expériences, pour mettre en commun tout leur savoir. Et donc nous, on tombe au moment où tous les clones, les 999 clones, vont se réunir pour mettre en commun tout leur savoir, tout ce qu'ils ont exploré pendant ces centaines d'années, pour le mettre au service de la communauté. Et on va suivre en particulier un clone, alors on va en suivre 2, Campion et Perslan, je crois qu'elle s'appelle, qui vont s'apercevoir qu'il y a un truc qui... En fait, ils se transmettent, pour faire simple, ils arrivent à se transmettre, ils font une espèce de rêve qu'ils transmettent aux autres, et dans ces rêves, ils reconstituent tout ce qu'ils ont vu pendant des centaines d'années, et donc ça apporte des connaissances à tout le monde, et tout le monde bénéficie de ces connaissances.
Et en fait, ils vont se rendre compte que lors d'un rêve qui a été donné par un des clones, il y a un truc qui va pas. Et ils vont enquêter là-dessus et ils vont découvrir une espèce de complot. Voilà, je n'en dis pas plus. Alastair Reynolds, je l'ai découvert dans Éversion, que je vous ai chroniqué dans un des derniers book haul, point lecture que j'ai beaucoup aimé, qui est aussi de la science-fiction, qui était incroyable. J'ai surtout découvert son style que j'aime beaucoup. Là, c'est une novella qui fait 135 pages. Ça peut peut-être vous donner une idée du style d'Alastair Reynolds. C'est pas compliqué. On pourrait croire que c'est de la hard SF compliquée, pas du tout. C'est très très abordable. Il est physicien à la base, cet auteur, mais alors je trouve qu'il vulgarise très bien des concepts liés aux galaxies, aux planètes, etc., à l'espace-temps. Et c'est très très intéressant. Voilà. Et en plus, cette couverture, je ne sais pas si vous voyez, qui est une couverture d'Aurélien Polis. Il y a une espèce de baleine magnifique. Je la trouve très très belle cette couverture. On la retrouve ici. Voilà. Donc beaucoup aimé. Voilà, vous l'avez vu, j'ai abandon, déception, très bonne lecture. Alors je n'ai pas de coup de cœur. J'ai de très bonnes lectures, pas de coup de cœur cette fois-ci, ça arrive. Et les abandons, les déceptions, ça arrive aussi. Les abandons, c'est rare, mais voilà, je me dis, je suis toujours un peu... C'est bête, hein, mais ça c'est mon côté prof, je pense. Je me culpabilise toujours en me disant, t'as pas donné ta chance au livre, c'est dommage, t'es pas allé au bout. Et voilà, j'aime pas abandonner un livre, j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon travail jusqu'au bout. Mais bon, écoutez, ça arrive, c'est comme ça. Dites-moi si certains des livres vous les avez lus, vous les avez aimés ou pas, dites-moi ce que vous êtes en train de lire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!